Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Moi, je t'entends en tout cas. Attendez, juste un petit problème technique. Hop, voilà, on est bon. Écoutez, on va commencer dans quelques instants pour laisser aux derniers participants le temps d'arriver. Je vous invite à nous indiquer dans le chat d'où vous venez. On va commencer dans quelques instants. En Inde. Regarde. Par contre, on ne te voit pas, Alexis. Je sais pas si c'est normal. Ouais, est-ce qu'on a essayé de mettre une caméra sur la salle, mais ça n'a pas l'air de marcher. Du coup, je l'active sur mon ordinateur. Hop. C'est bon. Là, tu peux faire ici. Trois jours la manche, ok. Là, on est combien? Ok, je vous propose de commencer gentiment. Alors, merci à tous pour votre participation à ce webinaire qui sera dédié à la formation continue et plus précisément au module thématique. Alors, avant de vous présenter l'ordre du jour, le déroulé de cette réunion, je vous propose un petit tour de table des intervenants. Donc, nous avons Mélusine Blondel pour la Mednium. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis co-directrice de la Manum. Je suis sur, en particulier, la direction des opérations. Et donc, j'ai suivi de très près le déploiement, et je suis encore le déploiement de la formation continue auprès des conseillers numériques, en tant que donc la Manum qui opère cette partie de la formation pour vous. Merci Mélusine. Alors, je ne sais pas si côté NCT, Félix Rios est parmi nous. Si c'est le cas, je l'invite également à se présenter. Ouais, je suis là, merci Ouais. Alexis. Bonjour à tous, Félix Rius, je travaille au programme Société numérique de la NCT qui pilote le dispositif conseiller numérique. Moi, je suis particulièrement responsable de la formation des conseillers numériques et des aidants numériques, au sens plus large également. Très bien, merci Félix et merci Mélusine. Et ma collègue Dieudonné Bouanzi-Titoula et moi-même travaillons à la Banque des Territoires, la BDT, sur les sujets formation des conseillers numériques. Tu peux passer la slide d'après. Nickel. Donc voici le déroulé de cette réunion. Donc dans un premier temps, on proposait de prendre un peu de recul pour évoquer la formation des conseillers numériques dans sa globalité. Ensuite, on arrivera à l'objet de cette réunion. La menu vous présentera les modules thématiques, donc les modalités d'inscription et de suivi, le contenu du catalogue. Donc ce sera pour beaucoup d'entre vous un simple rappel. Et dans une dernière partie, donc juste avant de prendre de vos questions et y répondre à l'oral, on aura une petite demi-heure normalement de temps d'échange, on évoquera quelques chantiers en cours qui ont pour but d'améliorer la formation continue afin qu'elle réponde davantage à vos besoins et également euh, à vos difficultés où il sera partagé. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans le chat. Si on n'y répond pas à l'écrit au cours de la réunion, on les évoquera, on les prendra à la fin à l'oral. Voilà, on y répondra directement. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Voilà, donc c'est à peu près tout. Est-ce que Félix ou Mélusine, vous souhaitiez ajouter quelque chose avant qu'on commence? Rien de mon côté. Rien de ton côté, Félix. Ouais, moi non, Ouais. ouais, moi non plus, c'est OK. On aura le temps d'échanger à la fin du webinaire Ouais, si besoin de répondre à des questions un peu plus poussées. très bien. Ouais. Et bien après, alors, pour rappel, la formation des conseillers numériques, elle est obligatoire et elle est intégralement financée par l'État, sauf les frais annexes, déplacements, mais ça, vous le savez normalement.
Elle était composée hier de 3 blocs de formation que vous voyez affichés à l'écran, plus que 2 aujourd'hui. On a la formation initiale qui prépare l'obtention du CCP1, le catalogue des modules thématiques pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, et il y a ce 3e bloc qui n'est plus d'actuel aujourd'hui. Donc, jusqu'à juillet 2025, nous offrions au conseil numérique, selon les places disponibles, la possibilité de suivre la formation préparant à l'obtention des CCP2 et CCP3 du titre responsable d'espace de médiation numérique. Donc cela a permis d'ailleurs à 590 exactement conseillers numériques d'obtenir le titre complet. Alors il ne sera plus proposé, ce bloc de formation-là. Nous avons atteint les plafonds du marché et il n'est pas prévu de reconduire un nouveau marché sur le nouveau titre. J'y reviendrai juste après. Médiateur numérique qui est venu remplacer en juillet dernier le titre que vous connaissez, responsable d'espace de médiation numérique. Les raisons, elles sont à la fois financières, vous savez que nous sommes dans une situation budgétaire contrainte, et également parce qu'il y a eu donc, en juillet dernier une révision du titre. Nous sommes passés de 3 CCP à 2 CCP, donc le titre a été entièrement modifié, restructuré. Donc, les impacts de la révision du titre pour les conseillers numériques aujourd'hui, c'est sur la formation initiale. La formation initiale désormais préparera au CCP1 du nouveau titre. Il y a d'ailleurs une équivalence entre les 2 CCP1, c'est-à-dire le CCP1 du nouveau titre et le CCP1 de l'ancien sont équivalents. Donc si vous le souhaitez, mais ce sera hors dispositif, vous pouvez suivre directement le CCP2 du nouveau titre professionnel médiateur numérique afin d'en obtenir le titre complet. Les impacts, je le disais, nous passons de 3 parcours, excusez-moi, sur lesquels vous étiez positionnés, intermédiaire, débutant et expert, à un seul parcours unique. Donc, nous avons conservé le format du parcours intermédiaire, 175 heures pour l'ensemble des conseillers numériques. Voilà, donc pour les stagiaires qui entreront en formation à partir d'octobre prochain, les formations reprendront en octobre prochain. Parcours 175 heures unique et tous les examens s'effectueront non plus en distanciel mais en présentiel. Là encore, les organismes de formation vous préviendront, voilà, si jamais certains d'entre vous sont concernés, puis la fabrique vous préviendra, excusez-moi, j'ai un peu de mal, dès le début de votre formation, sur la date et le lieu de votre formation, pour que vous puissiez vous organiser et que le passage de l'examen ne représente pas une charge trop lourde. Je n'en dis pas plus, nous organisons la semaine prochaine et la semaine du 6 octobre 2 webinaires consacrés justement à la révision du titre au nouveau parcours de formation initiale. La semaine prochaine, donc ce sera lundi 29 à 14 h, il sera présenté par la fabrique et on reviendra sur la modification des contenus de formation et des parcours pour la France métropolitaine. Et pour l'outre-mer, ce sera un peu plus tard, le 7 octobre. Les liens sont là, on vous les repartagera dans le chat tout à l'heure. Voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit, on vous invite à vous inscrire, vous aurez beaucoup d'informations et les organismes de formation pourront directement répondre à vos interrogations. Voilà, donc ça c'était pour le cadre. Si on passe à la slide d'après, avant que je laisse la parole à Mélusine qui vous présentera donc la formation continue. Petit rappel, on sait que ce n'est pas toujours clair qui fait quoi sur la formation du dispositif. Donc, on peut envisager 3 niveaux. D'abord, l'ANCT pilote la formation. Elle a confié sa gestion à la Banque des Territoires, qui elle-même a mandaté plusieurs organismes de formation. Donc, grosso modo, elle a lancé des marchés. Et voici les organismes de formation qui organisent à l'échelle nationale vos formations. On retrouve donc pour la formation initiale la fabrique et les Franciline Hexagone et Outre-mer, et pour la formation continue, la MEDNUM. Ensuite, dernière strate, les organismes de formation régionaux. Mélusine vous en dira un peu plus tout à l'heure, mais si vous vous inscrivez sur le site de la MEDNUM, vous serez ensuite en lien avec les organismes de formation régionaux qui dispensent les formations au niveau régional. Voilà. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, je vais les regarder en laissant la parole à Mélusine. On peut donc passer à la présentation de la formation continue. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Donc, la formation continue, ce qu'on appelle formation continue, c'est ces fameux modules complémentaires, donc des modules très courts de 1 ou 2 jours qui sont proposés en complémentarité de la formation initiale que vous suivez.
avec la spécificité ça c'est une nouveauté enfin c'est une nouveauté dans cette deuxième édition des formations de conseiller numérique. Ça permettait d'apporter plus de flexibilité et que vous puissiez vous spécialiser sur des sujets qui vous intéressent et qui n'étaient pas forcément couverts par le CCPA. On a donc travaillé pour créer un catalogue de 17 modules thématiques avec beaucoup de thématiques qui concernent plusieurs thèmes d'accompagnement, comment est-ce que j'adapte ma posture d'accueil et ma pédagogie, où on aborde notamment la médiation individuelle, enfin comment accueillir un public individuel ou un public en groupe. Un autre module sur accompagner l'accès au droit en articulant ses actions avec les programmes et services publics. On sait que l'accès au droit, c'est pas votre cœur de métier, mais il y en a qui le pratiquent quand même beaucoup au quotidien et ça permet de vous donner des éléments de contexte et d'aller plus loin sur ces sujets-là et aussi surtout de vous ancrer dans un réseau parce que vous n'êtes pas les seuls évidemment à travailler là-dessus. Développer des partenariats et communiquer sur ces activités avec voilà, l'idée de vous dire comment est-ce que mes actions, je peux les amener à aller plus loin, aller chercher des nouveaux publics en travaillant avec des structures qui sont à proximité, des éléments comme ça. Sensibiliser à la cybermalveillance et à la gestion des données. Ce module n'est pas un module de cybersécurité, mais c'est un module sur comment est-ce qu'on aborde le sujet auprès de ces publics, comment est-ce qu'on les sensibilise à ces sujets. La médiation numérique en Fab Lab, pardon, ou tiers-lieu qui permet d'évoquer les spécificités d'intervenir en médiation numérique dans ces lieux qui sont des lieux un peu à part, avec parfois des outils spécifiques, et comment donc vous pouvez vous adapter à ça. Sobriété et numérique responsable, qui est un module qui a été aussi, qui permet d'évoquer ces sujets écologiques en lien avec le numérique et comment faire de la sensibilisation là-dessus, avec notamment un kit d'activités pour sensibiliser le public. Numérique et pouvoir d'agir, qui est un module qui a récemment été beaucoup modifié et travaillé en profondeur. L'idée, c'est de se dire, on développe les compétences numériques, vous le faites, c'est votre métier, mais comment est-ce qu'on s'assure de le faire de manière à vraiment redonner le pouvoir d'agir, développer l'agentivité vraiment des gens avec lesquels, enfin, des gens que vous accompagnez et développer leur esprit critique, faire un peu toutes ces choses-là pour que vraiment le numérique soit pour eux un outil qui leur permette d'accomplir des choses qui les épanouissent, qui leur conviennent. Animer un café IA, c'est pareil, c'est associé aussi à l'utilisation d'un kit d'animation sur comment est-ce que je sensibilise à l'intelligence artificielle mes publics, qui est un module qu'on propose depuis cette année, en 2025. Et enfin, le dernier qui date à peu près du même moment, éducation aux médias et à l'information. Pareil, comment est-ce qu'on sensibilise les publics là-dessus, comment est-ce qu'on développe leur esprit critique, on les aide à détecter des sources qui sont fiables, qui ne le sont pas, tous ces éléments-là. Vous avez également les modules par typologie de public. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui sont en situation d'illettrisme, comment on accompagne les seniors, les TPE, PME et associations, les parents avec la parentalité numérique, les personnes en situation de handicap ou encore les réfugiés et demandeurs d'asile. L'idée, c'est ici à chaque fois vous proposer des outils, des ressources, des postures qui vous permettent d'accueillir ces différents publics avec leurs spécificités. Et enfin, des formations qui sont plus courtes d'une journée, qui sont les formations Mon Espace Santé, pour accompagner à l'utilisation de cet outil qui fait peur à beaucoup de personnes. Et comme toujours, hein, l'idée, c'est pas de dire c'est merveilleux, il faut absolument pousser tout le monde à l'utiliser, mais en tout cas d'avoir un regard neutre, objectif, et de pouvoir accompagner les gens dans leur utilisation, peut-être aussi décrypter des idées un peu reçues, enfin, et enlever des idées un peu reçues qu'on peut avoir sur le sujet. Et enfin, le module Aidant Connect, où encore une fois, on sait que l'accès au droit, ce n'est pas votre cœur de métier, mais on sait que certains le font au quotidien. Et donc, ça vous permet d'être outillé pour le faire en sécurité avec l'outil Aidant Connect qui vous permet de vous connecter à la place des personnes sur France Connect. Donc, c'est des modules qui sont courts, comme je vous le disais, de 7 heures ou 14 heures. Les modules de 14 heures sont généralement construits avec une journée en distanciel synchrone et une deuxième journée en présentiel. L'idée était ici de trouver un juste milieu entre facilité pour vous, puisqu'on sait à quel point c'est compliqué de se déplacer, surtout en zone rurale où parfois du coup il faut quand même faire pas mal de chemin pour arriver jusqu'à une session. Et en même temps de quand même garder du présentiel parce qu'on sait aussi à quel point c'est important pour vous de vous rencontrer, d'échanger entre pairs. Et forcément, c'est pas les mêmes liens qui se créent quand on est à distance. Il faut donc, Alexis l'évoquait tout à l'heure, c'est des modules de formation qui sont obligatoires. Vous en avez un à suivre par an.
Si c'est la première année dans laquelle, enfin l'année où vous venez d'arriver, où vous avez eu votre formation initiale, il y en a deux à suivre la première année, mais ensuite un par an. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet de la MENNUM. Et si vous avez des difficultés, des questions ou quoi que ce soit, on vous invite à vous rapprocher de votre coordinateur si vous en avez un, et ou de votre organisme de formation régionale si vous avez des questions sur le quota de formation. Je regarde en passant, effectivement, Alexis ajoute un truc important un élément important sur les modules de formation obligatoires. Si vous souhaitez suivre plus de modules, il y a un module qui est entre guillemets bonus, qui est le module animé en CAFEIA. Et celui-là, vous pouvez le suivre en plus, enfin, en deuxième module par rapport au module que vous avez déjà suivi dans l'année. Les étapes d'inscription, donc vous avez le catalogue de formation. Alors, si je veux bien, si l'un de vous peut partager le lien dans le chat, peut-être. Sinon, je le passerai tout à l'heure. Je consulte le catalogue de formation pour faire découvrir les programmes. Vous allez avoir dessus un calendrier directement avec toute la liste des sessions. Donc, vous vous inscrivez à la formation de votre choix en le sélectionnant sur le calendrier de la MENUM, en cliquant sur Je m'inscris. Vous allez recevoir alors un mail de confirmation de la préinscription avec un rappel des dates de la formation et le contact de votre organisme de formation. Ensuite, on vérifie votre dossier pour s'assurer que tout est bon, donc pour ça, il faut que votre structure soit en règle vis-à-vis des contrats transmis, tous ces éléments-là, et que votre module peut être pris en charge par le dispositif. Vous recevez ensuite la confirmation du financement de votre module. Si vous n'êtes pas encore éligible, en général, c'est pour un souci administratif à régler. Vous recevez la démarche à faire pour vous régulariser. Et enfin, votre inscription, elle est confirmée au plus tard 3 semaines avant le démarrage de la formation. Et à ce moment-là, vous recevez une convocation avec l'ensemble des informations pratiques et l'accès à la plateforme Moodle, qui est notre système donc d'apprentissage en ligne, de LMS, qui vous permet notamment de passer le questionnaire d'entrée. Questionnaire d'entrée qui est hyper important. Je sais que des fois, avant les formations, on a un peu la flemme de le faire, mais en réalité, c'est extrêmement utile aux formateurs pour adapter leur discours, qu'ils sachent à qui ils s'adressent, quelles sont les problématiques que vous avez, et qu'ils puissent donc adapter la formation. Il peut arriver que toutes les thématiques ne sont pas proposées tout le temps dans toute la France. Donc, c'est possible que la formation qui vous intéresse ne soit pas proposée dans votre région à ce moment-là. Donc, on vous invite à vous rapprocher dans ce cas de votre coordinateur ou de votre organisme de formation régional. La liste est sur la même page, hein. Vous avez une carte de la France avec les coordonnées de l'organisme de formation pour votre région. Et si jamais, alors déjà, c'est intéressant parce que du coup, les coordinateurs ou l'organisme de formation, ils ont la vision, donc ils peuvent se dire, OK, il y a plusieurs demandes, je vais organiser une session pour ça spécifiquement. Et donc, voilà, ça peut être des sessions qui sont organisées sur demande s'il y a assez de stagiaires qui sont intéressés. Et si la formation est annulée, donc on vous prévient au plus tard 3 semaines avant, et l'organisme de formation va vous proposer de vous inscrire à nouveau sur une autre session de formation voilà, dans la mesure du possible, le plus rapidement qu'ils puissent le faire. La carte que vous voyez là, donc vous pouvez la retrouver sur le site avec le contact de toutes les structures pour l'ensemble des régions. Donc il y a à peu près un organisme de formation par région. Nous, notre réseau, ce sont donc nos réseaux de sociétaires à la MENUM. Là, ce sont principalement les hubs territoriaux pour un numérique inclusif que normalement vous connaissez aussi par ailleurs. Et qui sont donc les organismes de formation pour chacune de ces régions, avec juste un petit regroupement Bretagne et Pays de Loire ensemble, mais sinon c'est à peu près un par région. Et pardon, oui, petite précision qui est évoquée aussi sur cette image, vous n'êtes pas cantonné à une région. Si vous êtes par exemple à la frontière entre deux régions, que c'est plus pratique pour vous, vous êtes entre Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, par exemple, bah, si c'est plus pratique pour vous d'aller dans la région qui est à côté par rapport à la région dans laquelle vous habitez, nous, il n'y a aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas cantonné à votre région. Vous vous inscrivez à la session qui est la plus pratique pour vous, quelle que soit la région dans laquelle vous habitez. Merci Mélusine. Alors je propose de faire une petite pause avant de reprendre les présentations un peu descendantes pour prendre quelques questions. Alors j'en ai une concernant la formation initiale, donc c'était sur la toute première partie, la toute première slide du support. Vous parlez d'un début de formation initiale d'octobre, mais avez-vous déjà des dates précises? La fabrique ne nous répond pas et nous avons indiqué que nous serions prévenus dans les 3 semaines, un mois en avance pour nous organiser. Alors, il y a déjà des dates de Calais. La prochaine, ce sera le 13 octobre.
D'ailleurs, les cohortes ne sont pas pleines. Donc, alors, ce que fait la fabrique, c'est que il y avait une sorte de phase transitoire. Il a notamment fallu, il y avait un enjeu de réorganiser les calendriers de formation avec des nouveaux jurys, avec des nouveaux formateurs. Donc, ça a pris du temps. Et là, la fabrique est, depuis la rentrée, progressivement, joint les conseils numériques pour les inviter du coup à se positionner sur une des cohortes qui sont une des dates, voilà, d'entrée en formation. Alors, si c'est pas le cas, je vous invite à renvoyer aujourd'hui un message à la fabrique. Si jamais vous n'obtenez toujours pas de réponse, envoyez un message sur l'adresse support du dispositif et alors nous ferons le lien avec la fabrique, l'organisme de formation, pour que vous puissiez vous voir proposer des dates très rapidement. Ça, c'était la première question. Alors, modulier, juste, c'est effectivement un module bonus, mais il peut compter si vous le souhaitez. Je sais plus si tu l'as dit, Mélusine, mais dans les formations obligatoires. C'est-à-dire, si vous suivez, par exemple, en 2025, simplement le module Café IA, vous n'avez plus d'obligation de formation. Voilà, c'était juste une petite précision. Le webinaire sera donc disponible en replay, le webinaire du 29, pour ceux qui ne pourraient pas y assister. Il sera déposé sur les bases. Euh, donc je scrolle, je scrolle. De mon côté, je participe à la formation animée à Caféia, mais je ne devrais pas en faire une autre d'ici la fin 2025. Date ou lieu qui ne conviennent pas. Il est dit que c'est obligatoire. Comment ça va se passer? Alors, si vous avez donc, comme je le disais à l'instant, déjà suivi un module Caféia, donc cette année en 2025, vous n'avez pas d'obligation à en suivre en deuxième. Si jamais, par contre, en 2026, par exemple, on l'évoquera à la fin, donc dans cette dernière partie, donc le petit 3 que vous voyez affiché à l'écran, n'hésitez pas à vous rapprocher, si ce n'est de l'organisme de formation, pour faire part de vos difficultés et que vous ne parvenez pas à vous positionner sur une session qui vous arrange, soit parce que la date ne convient pas, soit parce que c'est le module qui n'est pas proposé. Contactez l'organisme de formation, mais surtout, on y reviendra, contactez votre coordinateur, si vous en avez un, qui fera remonter à l'organisme de formation, et peut-être que d'autres conseils numériques de votre département ou de votre région sont dans votre cas, et alors peut-être que le coordinateur pourra identifier un besoin suffisant pour faire partir ou créer, demander à l'organisme de formation de créer une nouvelle session sur le module de votre choix aux dates qui vous arrangent. Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on répétera tout à l'heure, mais en tout cas, ça répond à votre question. Mais pour cette année, ça va, vous avez suivi le module CAFEA, donc plus d'obligation pour cette année. Oui, aucune contrainte possible. Oui, effectivement, donc on n'a pas de bâton. Enfin, c'est pas contraignant dans un sens, mais là où on insiste, c'est que les conseillers numériques qui font pas la démarche de s'inscrire, ben, ils pénalisent un petit peu les autres parce que du coup, on a eu beaucoup de cas d'annulation de session. Je pense que vous le savez, vous en discutez sur Mattermost régulièrement. C'est aussi parce que on a besoin que tous les conseillers numériques jouent le jeu et alors on pourra atteindre les seuils minimaux, les seuils critiques pour maintenir les sessions de formation. Donc ça, c'est important aussi que tous les conseils numériques soient mobilisés et que si vous rencontrez des difficultés, vous en parlez à votre coordinateur ou à l'organisme de formation. Voilà, c'est important de maintenir un dialogue pour maintenir un bon déploiement des modules thématiques. Voilà, ok. Alors des mises à jour, ça, on va y venir. Pourquoi ne pas proposer le choix entre distanciel ou présentiel? Alors, il y a un peu de distanciel sur la formation. Il y a notamment un module Café IA qui est chaque mois proposé en 100% distanciel, notamment pour répondre à vos difficultés de déplacement. On a choisi de maintenir le format hybride distanciel-présentiel parce qu'il semble que c'est le meilleur équilibre qu'on ait trouvé. Si on passait tout en distanciel, il y a beaucoup de conseillers numériques qui auraient regretté de ne pas pouvoir faire le présentiel. Et si on propose que du distanciel et aussi format hybride, bah, ça risque de pénaliser pour le coup les formats hybrides et on n'arriverait pas à atteindre les seuils minimaux pour maintenir une session de formation. Donc, on a privilégié le format, et ce sera d'ailleurs le cas pour la suite, hybride, distanciel, présentiel, parce qu'il semble que le présentiel est important, parce que c'est toujours mieux de se former en présentiel avec un formateur et de vive voix, et aussi de faire communauté avec vos collègues conseillers numériques qui, comme vous, participent aux sessions de formation. Euh, voilà, donc pour les dates, on y reviendra, mais rapprochez-vous de vos coordinateurs si vous en avez. Euh, Alors, Mélusine, si tu vois une question aussi, n'hésite pas. Tu as une question à laquelle je pourrais répondre.
Alors, j'en avais vu une sur le CCP 2. Ouais, ok. Si j'ai fini la formation fin avril et que j'ai passé ma certification fin juin, je peux toujours m'inscrire pour le CCP 2 ou suis-je obligée de tout repasser? De tout repasser. Donc, le CCP2 du nouveau titre. Alors, il faut que je retrouve la question pour être sûr de bien. Voilà, ok. Si j'ai fini fin avril et que j'ai passé ma certification fin juin, je peux toujours m'inscrire. Oui, du nouveau Si vous avez titre, fini la apparemment. formation initiale et que vous avez obtenu votre CCP1 sur l'ancien titre, comme il y a une équivalence, vous avez aussi virtuellement, enfin, vous avez également le CCP1 du nouveau titre. Donc, il vous suffira de passer sur le nouveau titre le CCP2 pour obtenir le titre complet. Alors, il y a une petite démarche à faire. Il faut faire, on y reviendra notamment au webinaire du 29 de lundi prochain. Il y a une demande d'équivalence à faire auprès de l'organisme certificateur, donc AFPA, etc., avec qui vous avez passé votre examen. Voilà, il y aura juste ça. Mais une fois que vous avez juste le CC, voilà, vous pouvez juste passer le CCP2, vous aurez le titre complet. Parce que vous avez déjà le CCP1 sur le nouveau titre. Il y avait une autre Euh, question qui oui. était comment faire pour s'inscrire au CCP2, sachant que les organismes de formation de ma région, Pays de la Loire, ne répondent pas du tout comme Istia. Alors, pour ça, alors il faut que je vous retrouve le lien. Je vous le repartagerai en fin de réunion. Il faut juste que je fasse une petite recherche, mais il existe sur France Compétences, il y a une description du titre avec tous les organismes qui dispensent la formation CCP2 et qui ont obtenu les droits de dispenser cette formation. Donc, je vous partagerai le lien, donc vous pourrez consulter la liste des organismes qui dispensent la formation CCP2. Et c'est étonnant qu'ils s'y répondent pas parce qu'en général, ils sont assez réactifs. Euh, ok, bah, il y a des adresses de contact sur le site, donc j'imagine que vous êtes passé par là. Bah, peut-être envoyer un mail, peut-être ça s'est perdu avec les congés d'été, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup, ils sont assez réactifs d'habitude. N'hésitez pas à leur renvoyer un mail. Et je vous partage le lien juste après. Coconut, pas plus d'infos. Oui, alors les coconiums n'ont pas suffisamment d'infos. Oui, on y reviendra également. Ça, on y reviendra juste après, donc on y répondra. Ce que je vous propose, c'est de reprendre maintenant la présentation et on prendra les questions à la fin. Donc, perspective d'évolution de la formation continue. Je peux passer la prochaine slide. Alors, donc cet été, donc pour vous resituer un peu le contexte, nous avons mené une série d'entretiens dans chaque région, associant les coordinateurs, les organismes de formation, Mednum et organismes de formation régionaux, et les acteurs nationaux, Banque des territoires et ANCT. Alors l'objectif, c'était de comprendre sur chacun des territoires quelles étaient les difficultés que vous rencontriez sur le terrain, quels étaient vos besoins pour essayer d'adapter, continuer en fait l'adaptation continue, l'amélioration continue des modules thématiques. Donc dans chaque région, on leur a présenté une restitution, c'était lundi dernier, des résultats de cette série de consultations et nous leur avons également partagé les chantiers qui étaient en cours et sur lesquels on reviendra juste après, lors de la slide d'après. Alors, plusieurs constats ont été remontés au cours de ces entretiens. On vous en propose une synthèse, voilà, voilà, des retours, un résultat très synthétique. Premièrement, sur les contenus de la formation. Donc, il a été remonté que les thématiques, le catalogue étaient adaptés aux attentes des conseils numériques, que le format hybride était globalement apprécié et, comme je le disais juste avant, le présentiel est jugé important pour bon nombre de stagiaires et des formations qui semblent dans l'ensemble bien accueillies d'après les résultats que l'on a des questionnaires de satisfaction que vous remplissez à la fin des formations. Cependant, pour certains d'entre vous, notamment ceux qui sont en poste depuis très longtemps et qui connaissent vraiment très bien le métier, les formations sont parfois jugées trop génériques. Et l'expertise des formateurs, elle est variable selon les thèmes et les territoires. Et certains souhaitent que, voilà, ils aient en face d'eux un formateur qui soit absolument expert de la thématique et puisse répondre, aller un peu plus loin finalement que le niveau des formations proposées, donc de premier niveau, enfin trop premier niveau pour certains. Donc ça, c'est sur le contenu pédagogique. Ensuite,
il y a des freins à l'inscription qui ont été remontés. Donc, le premier qui est remonté dans chaque région, c'est bien entendu la difficulté de se déplacer jusqu'au lieu de formation. Cela représente un coût, cela représente aussi une difficulté de libérer du temps parce que vous avez des agendas bien remplis. Voilà, donc temps de trajet également. Après la logistique, il y a également des difficultés qui relèvent peut-être de la communication ou en tout cas des éléments qui favorisent euh, une sorte presque de démobilisation ou peut-être un manque d'intérêt pour les thématiques, pour les modules thématiques proposés en dépit du caractère obligatoire comme on l'évoquait tout à l'heure. Difficulté de compréhension de l'offre de formation. Donc parfois, c'est là que pour certains, c'est pas très clair comment ça fonctionne, comment on suit, de l'inscription jusqu'au suivi, quel est le contenu exact des formations. Il y a un contexte budgétaire qui fragilise votre formation autour de la formation. Là, vous vous dites, bon, bah, on n'a plus de financement, le dispositif conseiller numérique est fragile. Et alors, bon, bah, à quoi bon finalement suivre des formations? Je préfère plutôt continuer d'accompagner mes bénéficiaires. Une image parfois dégradée par des expériences passées sur la formation, donc notamment la première vague de la formation initiale sur lesquelles certains nombres de conseillers numériques ont rencontré des difficultés. Et alors, les structures comme les conseillers numériques se disent, bon, bah, j'ai goûté une fois la formation, ça s'est pas forcément très bien passé. Donc, je suis beaucoup moins sensible à cette nouvelle offre de formation. Voilà. Et ensuite, dernière chose, c'est que la formation, ça demande du temps, parfois des déplacements, et certains d'entre vous privilégient, priorisent des actions sur le terrain auprès de vos bénéficiaires. Voilà. Dernière chose, ce qui a été remonté, ce qui nous semble absolument important pour assurer le bon déroulement des formations thématiques, c'est le rôle central de pivot des coordinateurs qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les organismes de formation d'un côté et vous, les conseillers numériques de l'autre. Ils font descendre les informations du premier vers vous et ils font également remonter vos besoins, permettent d'identifier des besoins sur les territoires et d'organiser des sessions. Donc ça soulage beaucoup les organismes de formation et ça permet de proposer un calendrier de formation en adéquation avec vos attentes. Voilà, donc ça c'est le travail également des coordinateurs qui est le suivi de vos parcours de formation pour vous aider à comprendre où vous en êtes par exemple dans ces affaires de crédit de formation qu'on a rappelé juste avant, un module par année, un module thématique par année, deux si vous êtes dans le cadre de la formation initiale. Et également des coordinateurs, par exemple, entre plusieurs départements qui sont un peu éloignés des centres traditionnels de formation. Parfois, ils se parlent, ils disent, bon, bah, moi, j'ai tant de conseillers qui sont intéressés par cette thématique. Toi, tu en as combien sur cette thématique? Très bien. Bon, bah, alors, on propose à l'organisme de formation d'organiser près de chez nous une session sur la thématique choisie. Ça marche bien. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est un travail un peu du sur-mesure et qu'il y a un rôle essentiel des coordinateurs. Et c'est pourquoi, on l'a rappelé tout à l'heure également, il est important que si vous rencontrez des difficultés, s'il y a des besoins qui ne sont pas euh, rencontrés dans les propositions sur le site internet de la MEDNUM, n'hésitez pas à vous rapprocher des coordinateurs qui font le lien avec l'organisme de formation. Voilà. Euh, Là encore, posez vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Donc voilà, donc c'était à peu près tout pour cette série d'entretiens qui était très précieuse et qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait sur les territoires. Maintenant, on va évoquer des chantiers qui sont nés à la fois de ces consultations et des chantiers qui étaient déjà en cours parce que la MEDNUM fait un très bon travail d'amélioration continue des modules thématiques. Et je vais d'ailleurs laisser Mélusine prendre la parole et présenter quelques chantiers, quelques évolutions à venir dès le second semestre. Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs pistes qu'on a identifiées. J'ai vu des questions là-dessus tout à l'heure. Pour renforcer la qualité de la formation continue, on va lancer un nouveau module de formation pour compléter l'offre actuelle en 2026. On est encore en train de définir la thématique, mais on devrait très rapidement pouvoir vous donner une réponse. Donc je reviens sur cette dimension pivot des coordinateurs qui sont déjà pas mal impliqués, hein. On leur a facilité l'accès à des outils de suivi, notamment pour qu'ils puissent mieux suivre quel conseiller numérique
ont suivi, enfin justement, pour qu'eux aient une meilleure vision des fameux quotas dont on parlait et qu'ils puissent mieux vous accompagner là-dedans. On les a intégrés aussi dans nos comités pédagogiques, qui sont des réunions qu'on a trimestriellement pour revoir les contenus ensemble, des formations et les améliorer tout simplement, faire des mises à jour, des modifications, parce que les sujets évoluent, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des formats qui fonctionnent moins bien que d'autres, enfin des choses comme ça. Et j'en profite pour encore remettre une couche, même si on a déjà pas mal parlé. Encore une fois, vraiment, les coordinateurs, ils sont essentiels. Adressez-vous à, et on disait soit aux coordinateurs, soit aux organismes de formation. J'irais même prioriser les coordinateurs pour ceux qui en ont. Adressez-vous en priorité à eux et eux verront avec l'organisme de formation. Si vous n'avez pas de coordinateur, évidemment, voyez avec l'organisme de formation en direct. Mais en général, c'est eux qui ont la meilleure des visibilités vraiment sur le territoire, sur vous. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas en contact avec votre coordinateur, que ce soit sur la formation ou d'autres sujets, prenez contact avec eux, vraiment. Parce que même en dehors de la formation, c'est vraiment essentiel. Pardon. Il y a un autre aspect, donc pour faciliter l'accès aux sessions et maintenir le plus de sessions possible. On sait qu'il y a eu pas mal d'entre vous qui ont eu plus des annulations à répétition et on sait que c'est extrêmement frustrant et vraiment toutes nos excuses pour ça. On sait que c'est difficile pour vous. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on va proposer, elles ne sont pas ouvertes sur le calendrier, parce qu'elles sont proposées en priorité aux personnes qui ont eu justement plusieurs annulations et qui n'ont pas d'autres moyens d'accéder à ces thématiques, mais on va proposer des sessions en distanciel sur les thématiques qui sont les moins choisies, pour qu'elles puissent quand même être proposées à des personnes qui avaient voulu les suivre et qui ont eu plusieurs annulations. Il y a eu aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois, si vous êtes dans cette situation, à recontacter votre coordinateur ou votre organisme de formation, vous manifester pour voilà, être sûr d'être bien dans la boucle de ces choses-là. Il y a aussi une démarche qu'on fait en parallèle qui est de favoriser l'accès des sessions de formation à un public plus vaste, c'est-à-dire pas seulement aux conseillers numériques, notamment des médiateurs numériques qui ne seraient pas dans le dispositif, pour qu'on ait moins de difficultés à ouvrir des sessions plus près de chez vous et que ce soit plus simple, qu'il y ait moins d'annulations et que vous ayez moins à vous déplacer. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. C'est des formations alors, pour eux, ne sont pas financées par le dispositif, mais pour beaucoup, notamment ceux qui sont dans le privé, qui sont rattachés à l'OPCO Uniformation, il y a des enveloppes spécifiques qui permettent de financer ces formations, donc ça peut être gratuit pour eux aussi. Clarifier les modalités de recours au financement externe pour soutenir l'organisation des sessions, sachant qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple, le fait que pour financer vos frais de déplacement, ça, c'était pas pris en charge par le dispositif. En revanche, si vous êtes dans le privé et que vous avez un OPCO, en particulier une formation, mais pas que, vous pouvez faire une demande de financement de vos frais de déplacement auprès de votre OPCO. Si c'est quelque chose qui peut faciliter les choses auprès de votre employeur, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et assez courant et simple à faire. Pour consolider le suivi de la formation, donc on est en train, enfin je dis, c'est pas tellement moi qui suis dessus, mais à côté NCT, ils sont en train d'intégrer les données de formation continue à la coop de la médiation numérique, ce qui va permettre de centraliser les informations et faciliter le pilotage par les coordinateurs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Pour valoriser le dispositif et renforcer la communication, donc on va organiser une série de webinaires thématiques là très bientôt pour partager les retours d'expérience des stagiaires, inspirer les pratiques et aussi être un peu dans cette idée de parcours qu'à l'issue de cette formation, vous ne repartiez pas avec rien. Enfin, vous ne repartez pas avec rien, vous avez des ressources bien sûr, mais que vous ayez une certaine continuité, un espace d'échange par la suite. Améliorer les supports de communication existants pour mieux informer toutes les parties prenantes, que ce soit vous, les employeurs, les coordinateurs, les préfectures. Enfin, on sait que c'est un dispositif qui est assez complexe. Et donc, il faut. Donc voilà, on va essayer de mettre en œuvre des actions pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et enfin, renforcer le rôle des préfectures dans la diffusion des informations et le rappel des obligations de formation pour assurer une mobilisation efficace, qu'on s'est aperçu qu'il y avait parfois des différences d'informations qui étaient transmises selon les typologies enfin voilà, selon les régions, les départements. Donc on va essayer d'arranger ça. Et je crois qu'il y a pas mal de questions Il y a pas mal qui de sont questions, arrivées. effectivement. Bah, vas-y, Mélivine, si tu souhaites. Alors, j'avais juste petite chose sur. Je lis un message d'un conseil numérique. Normalement, nous avons 12 mois pour passer le CCP2 sans repasser le CCP1. Alors, je crois comprendre que deux choses sont mélangées ici. Alors, je suis désolé, c'est pas les modules thématiques. Ensuite, on retourne aux modules thématiques. C'est juste que à partir de la révision du titre, on a un an pour passer les examens sur l'ancien titre.
Donc, juillet 2025, révision du titre. Vous avez un an pour passer l'examen sur l'ancien titre, jusqu'en juillet 2026. Ensuite, vous n'aurez plus cette opportunité. Maintenant, les CCP, ils sont obtenus, il faut savoir, à vie. Donc, ça veut dire le CCPA, il n'y a pas de date de. Voilà, vous ne devez pas observer un délai entre le passage d'un CCP et le passage d'un deuxième. Donc là, si vous avez eu le CCP en avril, vous avez tout le loisir, que ce soit cette année ou l'année prochaine, de passer le CCP2. Voilà. C'est juste une petite, voilà, un petit rappel du fonctionnement des titres professionnels et des CCP. Euh, Est-ce que tu as des questions sur les modules thématiques, Alors, Mélusine? il y a une question donc, Oui, sur l'OPCO. Je commence par le bas. L'OPCO ouais. fonctionne avec les collectivités territoriales. Alors non, malheureusement non, les OPCO sont vraiment rattachés aux structures privées, les associations, les entreprises, toutes structures privées, parce que les collectivités territoriales dépendent du CNFPT pour les sujets de formation. Hmm. J'ai partagé le lien de la liste des coordinateurs pour si vous ne connaissez pas votre coordinateur ou votre coordinatrice et si vous ne le trouvez pas dans cette liste, vous pouvez aussi vous adresser à votre hub directement pour avoir les informations. Il n'y a pas des coordinateurs partout, mais on commence à en avoir quand même quasiment partout, il me semble. Enfin, pas on commence, on a quasiment tous les coordinateurs. La difficulté à ce jour pour les coordinateurs est d'avoir une vision globale des formations en cours ou réalisées pour chacun des conseillers numériques. On l'a un peu évoqué, on est en train de mettre à jour alors depuis le début, hein, le coordinateur, vous avez vous avez un tableau de bord où vous avez le suivi des formations dans votre région. Mais là, on est en train de changer sa présentation pour qu'elle soit plus lisible pour vous, que vous puissiez faire une recherche par stagiaire et qu'il soit plus simple par conseiller numérique, qu'il soit plus facilité. Et il y a aussi tous les travaux, mais du coup un peu plus moyen terme de la coop pour améliorer tout ça. Il y avait une question sur les quotas de passage par région, mais ça, je pense que ça commençait sur le CCP 2 et 3. Ouais. Alors sur les quotas, effectivement, donc pour les 600, enfin la formation des 600 conseillers numériques au CCP2 et CCP3 ont répondu à des contraintes territoriales, donc il fallait harmoniser la répartition sur l'ensemble du territoire, donc effectivement il y avait des quotas par région, ce qui est tout à fait naturel. Mais comme je l'évoquais, donc le parcours CCP2 et CCP3 n'est plus proposé. De toute façon, il ne pourrait pas parce que à partir de la révision d'un titre, en fait, on peut plus entrer en formation sur l'ancienne version. Donc de toute façon, voilà, les formations CCP2 et 3 sont terminées. Et comme je l'évoquais en introduction, on ne reconduira pas un marché titre complet donc sur le CCP2 du nouveau titre. Voilà, et donc ça, ce sera donc à la charge de la structure de financer un parcours CCP2. Vous pouvez également solliciter, je l'ai vu passer dans le chat d'ailleurs, les OPCO qui peuvent prendre en charge les frais de formation. Voilà. Et oui, pour les coordinateurs, donc c'est vrai qu'on essaye de les outiller au maximum pour assurer un suivi clair et optimal. Donc, Mélusine évoquait la coop, donc ça c'est un chantier en cours, l'intégration des données de la formation continue sur la coop. Il y a également donc un tableau de suivi qu'ils ont à disposition qu'on est en train de restructurer. On va également leur envoyer des tableaux à jour sur la, le pourvoi des postes, c'est-à-dire un certain nombre de structures, voilà, juste pour qu'ils puissent identifier les conseillers numériques qui sont en poste et qui doivent donc être relancés ou insérés dans leur boucle de coordination. Voilà, et on a régulièrement des points avec eux où on évoque les sujets formation et on prend leurs questions si une chose n'est pas claire. Donc voilà, on essaye de vraiment, et en lien avec la Mednum et avec la NCT, de rendre voilà, ces formations et de leur partager dès que possible, s'il y a une nouvelle information, et d'effectuer de réguliers rappels également. Donc normalement, les coordinateurs, voilà, par plusieurs canaux, sont informés et ont des outils maintenant à disposition qui sont en train d'être améliorés pour suivre vos formations et vous accompagner. Euh, alors, est-ce que d'autres questions, Mélusine? Il y avait formation continue obligatoire. On fait comment quand aucun module n'est dispo pour cette année? Comme on disait tout à l'heure, faites remonter vos souhaits, vos besoins à vos coordinateurs et à l'organisme de formation. Et bien sûr, si c'est parce qu'il n'y avait pas de module de disponibilité, de disponible, pardon,
que vous n'avez pas suivi la formation en 2025, vous pourrez la suivre début 2026. C'est pas... L'idée, c'est de respecter l'esprit, de se dire on essaye de s'assurer que vous avez une formation régulière, mais si c'est pas de votre faute que vous n'avez pas pu le faire dans les temps, bah, c'est pas de votre faute et personne ne vous le reprochera, bien sûr. Mais en tout cas, vraiment remonter votre besoin, parce qu'en plus, il y a plus de chances qu'on réussisse à organiser une session sur une thématique qui vous intéresse si vous remontez votre besoin. Nous avons obtenu l'accord d'une information pour la prise en charge financière sur les structures du secteur privé pour le public en cours de négociation. Oui, bah, ça rejoint ce qu'on disait, si je comprends bien cette phrase. C'est-à-dire que oui, il y a une information, comme on disait, c'est un OPCO qui peut prendre en charge du coup des frais de formation. En revanche, le CNFPT, ça, pour l'instant, il n'y a pas encore de financement possible par ce biais-là, sauf erreur de ma part. Oui. Il y avait une question sur le CCP1. J'ai eu le CCP1, il me reste 6 mois à mon contrat avec le stage obligatoire à faire qui doit se faire en dehors de mon poste. Comment faire pour m'inscrire? Quand a lieu le CCP2? Quels sont les examens qui payent? Je vois mal ma directrice accepter de payer vu le contexte. Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Le fait qu'il n'y a plus de financement aujourd'hui pour les conseillers numériques, parce qu'ils ont été pris d'assaut, les places ont été prises d'assaut. Et voilà, comme l'expliquait Alexis au début, ça n'a pas été renouvelé le financement du CCP2 pour les conseillers numériques. Donc il va falloir trouver d'autres moyens. Donc soit peut-être effectivement vous renseigner auprès de votre pro si vous en avez un, peut-être utiliser des dispositifs comme votre CPF. En tout cas, effectivement, explorer d'autres pistes en dehors du dispositif. Oui. Et par ailleurs, juste pour compléter ce que je disais juste avant sur les coordinateurs, dans leur implication dans la formation continue, ils sont également invités à participer à des comités pédagogiques organisés trimestriellement par la MEDNUM pour améliorer les contenus de formation, donc selon vos retours. Donc c'est encore une fois, c'est pourquoi si vous rencontrez des difficultés ou s'il y a un souci sur une formation ou s'il y a quelque chose, par exemple, voilà, qui aurait mérité d'être évoqué lors des formations, n'hésitez pas à en faire part aux coordinateurs qui pourront transmettre l'information. Voilà, Et d'ailleurs, ils sont déjà invités, enfin les coordinateurs, ça fait plusieurs tout à comités fait. Ouais. pédagogiques qu'on les invite, qu'on les a déjà, et c'est toujours hyper riche de les avoir d'ailleurs. Félix, tu voulais prendre la parole, je crois. Ouais, je me permets de répondre à la question suivante. Un travail avec le CNFPT est-il prévu pour une future prise en charge? Complètement, je les ai vus hier. Le fait est que le CNFPT est au service des employeurs territoriaux et que c'est malheureusement aussi au service de la fonction publique territoriale de faire remonter ce besoin de formation. Et plus ce besoin de formation remontera, plus ça rentrera dans la tête du CNFPT qui, à terme, pourra internaliser éventuellement une formation diplômante ou non dédiée au métier de la médiation numérique. Le CNFPT met du temps à bouger là-dessus, hein, ça fait quelques années qu'on est en contact avec eux, mais pour eux, en fait, ils ont du mal à se rendre compte que, enfin, en fait, c'est trop marginal pour eux, le métier de médiateur numérique à l'échelle nationale, pour vraiment se lancer dans un plan spécifique à ce métier-là. Je revois la question de Claire Coïc-Lecosec, formation continue obligatoire, comment faire si aucun module qui nous intéresse n'est disponible sur le territoire? On l'a évoqué tout à l'heure, si les sessions ne fonctionnent pas pour vous ou quoi que ce soit, remontez votre besoin à votre coordinateur ou à votre organisme de formation si vous n'avez pas de coordinateur. Encore une fois, c'est vraiment le meilleur moyen pour qu'ils sachent quels sont les besoins. Ce qu'ils ne pourront pas malheureusement les deviner. Enfin, ils essayent de faire en fonction des estimations qu'ils ont. Donc, s'ils ont vos retours, ce sera beaucoup plus simple pour avoir des calendriers qui vous conviennent. Et il y avait aussi la question sur les relances rappelant les obligations alors que pas de formation disponible. Bon, bah, même chose, remonter vos besoins, ça facilitera l'organisation des sessions. Et vous demandez si c'était possible d'être un peu plus souple. En réalité, on l'est, hein. Enfin, on a déjà adapté
C'était le cas en 2025, ça va être le cas, ça va être le cas, enfin, c'était le cas pour 2024 et ça va être le cas pour 2025. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas pu suivre la formation 2025 exactement dans les temps et que vous la suivez 2026, début 2026, personne ne va vous le reprocher. L'important, c'est l'esprit, c'est de suivre des modules régulièrement, de continuer à vous former Oui. sur ces sujets. Et en complément, voilà, donc c'est pourquoi n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez un doute, vous dites, ah bah non, j'étais passé le délai. Non, non, inscrivez-vous. Au pire, il y aura un refus, mais encore une fois, comme le disait Mélusine, on est très flexible parce que nous, ce qu'on veut, c'est simplement que vous participiez aux formations. Et deuxième point, alors j'ai pas rappelé, mais ça vaut pour toutes les formations. Il y a une validation qui doit être faite par la Banque des Territoires. On doit juste s'assurer que quand vous vous inscrivez, vous êtes bien conseiller numérique et que votre situation administrative est bien régulière. Donc c'est pourquoi parfois vous essuyez des mails de refus. On évoque le motif, ça peut être le contrat de travail, ça peut être le quota de formation dépassé, ça peut être aussi la formation initiale qui n'a pas été, vous ne vous êtes pas inscrit auprès de l'organisme de formation initiale. Concernant les contrats de travail, parce que ça c'est vraiment le principal motif de refus d'une inscription, c'est que votre structure n'a pas déposé les pièces, donc le contrat de travail, par exemple, renouvelé, sur leur espace, sur la plateforme avec lesquelles enfin, sur laquelle nous sommes en lien, les structures et banques des territoires. Donc, si jamais vous avez ce problème, rapprochez-vous de votre structure pour qu'elles effectuent les démarches nécessaires et qu'on puisse ensuite valider votre inscription. Voilà, donc c'est un refus, j'allais dire, provisoire jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel. Et j'avais une question pour toi, Mélusine, aussi. Alors, je te la pose. Donc, nous vient de dire Irène Charbonneau. Bonjour, est-il possible de proposer des modules hors du catalogue en fonction des besoins locaux ou d'adapter les modules en fonction des demandes des conseillers en amont de la formation? Alors, il y a un peu deux questions en une. Adapter le module en fonction des demandes des conseillers en amont de la formation, oui, bien sûr. Et donc, encore une fois, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, et qu'il y a systématiquement un questionnaire avant la formation. Bah, c'est le moment de remonter les sujets qui vous intéressent, les choses dont vous avez envie de parler. Ou même d'une manière générale, de les remonter à l'organisme de formation avant la session de formation. Ça permet vraiment au formateur de pouvoir adapter ses contenus. Est-ce qu'il est possible de proposer des modules en dehors du catalogue? Les organismes de formation ne pourront pas le faire dans le cadre du dispositif. Après, ça reste des organismes de formation qui peuvent dispenser des formations, ou vous êtes libre de suivre aussi d'autres formations en dehors, mais qui ne seront pas pris en charge par le dispositif. Voilà, donc vous pouvez suivre des formations en plus si vous avez besoin de formations en plus. Juste, encore une fois, ça ne sera pas pris en charge par le dispositif. Il y a pas mal de questions sur le financement du CCP2. Moi, j'ai pas des réponses très claires là-dessus et honnêtement, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup à vous donner parce que pour le coup, Non. ça sort vraiment du dispositif et donc enfin, voilà, c'est moins notre domaine de compétences. Ouais, je Ouais. peux peut-être Ouais, pardon, vas-y, Félix. revenir justement sur le financement du CCP2 parce que c'est beaucoup plus de mon côté, du côté de l'État. Je comprends qu'il y ait du mécontentement, euh, mais pour vous rappeler, vous avez contractualisé avec votre employeur, l'employeur a contractualisé avec l'État et la Banque des Territoires pour avoir un subventionnement de poste. Il n'y a pas de mention dans ce contrat, il n'y a pas eu de promesse de diplomation et de certification complète sur le titre pour qui que ce soit. Il y a eu un projet de marché public de formation continue diplômante sur le CCP2, CCP3 lancé avant mon arrivée, donc en début 2024, qui a très bien marché. Oui. Il y a eu beaucoup d'inscriptions. Pour le coup, pour vous donner les chiffres, c'était 1,5 million d'euros financés, enfin investis là-dedans. Le contexte budgétaire a fait qu'on a dû ne pas renouveler ce marché public de formation continue diplômante. Il y a, si vous êtes dans le privé, il y a la solution OPCO, mais sinon, effectivement, il n'y a pas de possibilité de financement de la part de l'État là-dessus. Donc le choix aussi qui a été fait, c'est de prioriser le nombre de subventionnements de CONUM en poste plutôt que la certification sur le titre complet d'autres CONUM. Donc c'est un choix plutôt d'investissement dans le nombre de postes que d'investissement dans la formation. Mais encore une fois, il n'y a pas eu d'engagement contractuel ou
conventionnelle sur la certification de tous les connumes qui s'inscrivent dans le dispositif. Merci beaucoup, Félix. Il y avait une question de faire la formation initiale avant les modules de formation continue est compliqué quand vous êtes en attente de formation de continue depuis très longtemps. C'est vrai que normalement, on attend que vous soyez inscrit, en tout cas en formation initiale, avant de permettre le départ en formation continue. C'est vrai que si vous êtes en poste depuis un an, je pense que c'est peut-être possible, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais de demander une exception et de permettre l'inscription en formation continue. Donc, je vois Alexis qui hoche la tête, donc je prends ça pour un oui. Donc, je vous conseille peut-être Oui, de vous inscrire à une session qui vous intéresse, quitte à noter en commentaire votre situation pour qu'on l'ait bien en tête et que ça soit validé derrière. ouais. Ouais, ouais, donc il y a bien ces règles où il y a écrit noir sur blanc formalisé qu'il faut être entré en formation initiale avant de suivre un module thématique. Donc, comme l'évoquait Mélusine, donc nous, on est très flexible et selon les situations, on peut valider une inscription à un module thématique avant l'entrée en formation initiale, notamment par exemple si là, ça fait plus d'un an que vous l'attendez. Bon, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire. Et en tout cas, ce qu'on demande, c'est que vous soyez inscrit auprès des organismes de formation pour être sûr que vous êtes déjà dans les circuits de formation initiale. Ça, c'est très important parce que sinon, là, c'est refus. Refus, voilà. On peut pas, voilà, notre flexibilité, c'est cette limite. On demande à ce que vous soyez inscrit au moins auprès des organismes de formation et voilà, pour être certain que vous allez suivre la formation initiale, justement. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire et selon votre cas, les particularités de votre cas, on pourra être amené à valider cette inscription. Je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Il y avait une question sur les nouveaux sujets Oui. 2026 et quand est-ce qu'ils seront révélés. Alors, je n'ai pas de date précise à vous donner, mais Mhm. devrait venir vite et vous serez informé par la newsletter, enfin par des mailings dédiés. Donc, vous serez informé dès que ça sera décidé et qu'il y aura des sessions de proposées. Les questions sur les annulations, bah, pareil, je vous invite encore une fois à vous rapprocher de vos coordinateurs c'est vraiment ça qui facilite l'organisation et le maintien des sessions. Ouais, avec un rappel historique peut-être, 5 ans en poste, mais ça fait 2 ans que les modules complémentaires existent. Donc il y a des défauts de proposition d'offres, mais sur les 2 ans, pas sur les 5 ans. Et une question, enfin une réponse à Yann sur le stage doit-il se faire en dehors de notre poste? Non. Le stage du CCP1, du nouveau titre médiateur numérique, a été voilà, maintenant il y a une obligation de faire un stage. Ça peut être fait sur votre poste payé comme si c'était une alternance. Et Écoutez, ouais, si oui, tu vois une pardon, vas-y. dernière question, non, bah, vu qu'on arrive au terme de notre réunion, oui, oui, tu avais peut-être une dernière question, puis ensuite on clôture, enfin, on clora la réunion. Est-ce que les modules complémentaires seront enfin un webinaire? Bah, comme on le disait tout à l'heure, il y en a qui vont être proposés en webinaire pour les gens qui ont eu beaucoup d'annulations sur les thématiques qui sont le moins demandées. Et comme je vous disais aussi, encore une fois, rapprochez-vous de vos coordinateurs si vous êtes dans cette situation pour qu'ils vous remontent auprès de l'organisme de formation et qu'ils vous inscrivent sur ces sessions. Euh, ouais, je lis juste, tac. Bon, écoutez, il est 15h59. Euh, Bah écoutez, je vous propose donc de clore cette réunion. Merci beaucoup pour votre participation. Euh, le webinaire, l'enregistrement du webinaire avec son support seront partagés sur les bases dans les prochains jours. Pour rappel, un webinaire sur la formation initiale lundi prochain à 14 heures. Je vous ai partagé le lien, il figure également dans la présentation. Et ce sera le 7 octobre pour l'outre-mer. Si jamais vous avez des questions sur la formation, vous pouvez contacter le support du dispositif. Et encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec vos coordinateurs si vous rencontrez des difficultés ou souhaitez partager des besoins, faire remonter des besoins aux organismes de formation. Merci beaucoup à Mélusine et à Félix pour vos interventions. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.